Bonjour à tous et merci de nous retrouver. Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir Corinne Plantin. Corinne Plantin est autrice d'un ouvrage sur Saint-Pierre de la Martinique. Ce livre s'intitule Saint-Pierre de la Martinique, naissance d'une ville et d'un système esclavagiste, avec une date bien précise, 1635-1695. Donc, j'explique pourquoi j'ai beaucoup de plaisir à recevoir mon invité à chaque fois. J'ai plaisir à vous recevoir, Corinne Plantin, parce que vous êtes une passionnée. C'est toujours agréable de recevoir les passionnés. Bonjour et merci d'être venu. Merci, Monsieur Médouze, et je suis vraiment heureuse aussi que vous soyez heureux de m'accueillir sur ce plateau. Y a-t-il une question que vous auriez aimé que je vous pose? Pourquoi avoir choisi ces dates, peut-être? D'accord, donc on avait prévu. Donc avant, on va essayer de faire mieux connaissance avec vous. Oui. Qui est Corinne Plantin? Alors, je suis géographe culturel, donc j'ai un doctorat de géographie. Et en fait, la géographie culturelle, c'est cette partie de la géographie qui met en relation trois éléments: l'homme, la culture, l'espace. Et c'est les interactions qu'il y a entre ces trois éléments qui sont abordées en géographie culturelle, et ce, quelle que soit la période de l'histoire. Donc ça, c'est ma spécialité. J'ai commencé avec une thèse en géographie culturelle sur les cultures urbaines dans l'agglomération de Fort-de-France. Donc ça n'a rien à voir avec Saint-Pierre, mais je m'intéresse aux phénomènes urbains, aux faits urbains, depuis maintenant 20 ans. Voilà. Vous m'expliquez que la géographie d'aujourd'hui, c'est l'histoire de demain. Oui, en fait, c'est un peu ça, parce que ce qu'on apprend aujourd'hui sera relayé plus tard, mais sous forme de passé. Donc c'est vrai que la géographie d'aujourd'hui, c'est l'histoire de demain. Donc il y a un lien, toujours, d'ailleurs, qu'il y a un lien qu'on retrouve dans les écoles, hein, on parle bien d'histoire géo, qui est quasiment devenu automatique maintenant. Alors, quand je demande aux invités, à mes invités, qui est l'invité, j'ai l'impression que l'invité occulte une grande partie de sa personnalité, de son parcours, parce que je ne sais pas quel âge vous avez, je ne sais pas si vous avez des enfants, je ne sais pas si vous êtes marié, et c'est ça que je voudrais savoir pour sortir des sentiers battus. Oui, alors je suis mariée, j'ai un enfant, je suis enseignante, hein, j'avais oublié de le préciser, en histoire géo. Et en lettres, histoire géo, je mets aussi la partie lettres, parce que là aussi, il y a un lien qui peut se faire. Qu'est-ce que puis-je dire? Je suis très impliquée dans tout ce qui est valorisation du patrimoine, puisque j'ai travaillé plusieurs années. Alors, j'aimerais que vous vous impliquiez davantage en me disant comment il s'appelle votre mari. Alors, votre enfant, quel est son toute la Martinique sera au courant. Voilà. Bon, alors mon mari s'appelle Jacques Mauger. C'est un réalisateur. Que je connais depuis plus d'une quinzaine d'années maintenant et qui m'accompagne justement, notamment dans la promotion de mon ouvrage. C'est lui qui a fait les photos? C'est lui qui a fait les photos de l'ouvrage. Nous travaillons ensemble sur le terrain. C'est quelque chose qu'on aime bien en fait, aller sur le terrain pour prendre le maximum de photos. Vous avez une passion commune? On a une passion commune et en plus, c'est pas facile de photographier le patrimoine, quel qu'il soit, naturel ou bâti, pour retranscrire ce qu'on veut dire derrière ce patrimoine, pour raconter son histoire. Il y a des angles à prendre. Donc vous êtes en train de dire qu'il faut du talent pour pouvoir faire ce qu'il fait, votre mari. Tout à fait. C'est un beau témoignage. C'est un beau témoignage et vraiment, moi je prends plaisir à travailler avec lui depuis de nombreuses années. On a travaillé sur plusieurs documentaires aussi, sur Saint-Pierre notamment. On a sorti plusieurs documentaires sur Saint-Pierre, mais pas cette période-là. C'est une période qui couvre vraiment l'ensemble jusqu'à 1848 en fait. Et c'est un documentaire qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, sur une plateforme qu'on appelle l'IRCU, l'Institut des réalités et cultures urbaines, que nous avons créé ensemble pour mettre en avant tout ce qu'on produit en fait, que ce soit les ouvrages, que ce soit les documentaires, que ce soit les teasers. Je pose encore deux questions sur votre famille, je vous laisse tranquille, c'est promis. Votre petit garçon, il s'appelle comment? Alors, il s'appelle Nicolas et c'est pas un hasard. En fait, je lui ai donné ce prénom par rapport à Captain Nicolas, qui a été un héros amérindien, qui a été assassiné malheureusement en 1658, mais qui a osé affronter un système qui était quand même... Vous ferez un jour un livre sur lui, sur ce capitaine Nicolas? Pardon? Vous ferez un jour un livre sur le capitaine Nicolas? J'ai pas assez d'éléments pour l'instant sur lui.
Mais si ça se présentait, oui, pour moi, oui. Ce serait, La dernière question. Nicolas, il est fier de sa maman? J'espère. J'espère, je fais tout pour. Je fais tout pour le pousser. Et, bon, en tout cas, je l'amène dans les conférences d'histoire. J'ai eu de la chance d'avoir des professeurs de renommée. Hein. J'ai eu M. Pagot, j'ai eu M. Vincent Hugues-Belrose, j'ai eu M. Comment il s'appelle encore alors, je ne l'ai pas eu comme professeur, mais il a été président. C'est Jacques-Adélaïde Merland. J'ai eu quand même de bons professeurs d'histoire et de bons professeurs de géographie. Et en fait, cette passion-là que j'ai, j'essaye de la lui transmettre en allant dans le maximum de conférences qui intéressent notre île, en tout cas. Et vous, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur cette partie de l'histoire de Saint-Pierre? Alors, je me suis dit que la plupart du temps, quand on parle de Saint-Pierre, que ce soit au niveau des visiteurs, que ce soit au niveau des Martiniquais... C'est 1902. C'est 1902, c'est la catastrophe, c'est c'est vraiment la référence historique. Et je pense quand même qu'il y a cette période de 1635-1695 qui est à la base même de la construction de notre société très complexe. Donc c'est important pour tous les Martiniquais de connaître cette période qui a fondé notre société. C'est la partie fondatrice de la société martiniquaise. Pour moi, oui, parce que cette période a été une période de choc culturel entre les Amérindiens qui étaient là depuis plusieurs centaines d'années. Alors sur le site de Saint-Pierre, il y a des vestiges qu'on a trouvés qu'entre 350 et 700 de notre ère. Avant, on n'en a pas trouvé, du moins de ce que je sais aujourd'hui, mais ça prouve que le site était déjà occupé. Les Amérindiens d'un côté, les Européens qu'ils connaissaient déjà, hein, ils n'ont pas découvert les Européens en 1635, ils les côtoient depuis le XVIe siècle, et donc même XVe siècle, et donc c'est pour... quand on a des Africains qui viennent de différentes contrées africaines, qui se retrouvent là, avec des Amérindiens, des Européens, parce qu'on dit les Français, mais il n'y avait pas que des Français, il y avait aussi des Européens qui venaient de partout, et qui se découvrent comme ça sur un site en particulier. Je me dis, mais ça doit être un choc culturel extraordinaire. Et pourquoi vous vous arrêtez à 1695? Alors 1635, c'est vrai que c'est le début de la colonisation française, mais ça nous permet aussi de montrer qu'avant cette date, le site était déjà occupé. Ça, c'est important, hein, cette période amérindienne. J'en parle dans la première partie du livre. 1695, tout simplement parce qu'en 1694, on a eu le 3e gros ouragan de la période étudiée qui a balayé vraiment Saint-Pierre. Et il a fallu reconstruire toute la ville à partir de 1695. Donc, en fait, sur cette période, on a eu des phases de construction, de destruction, de reconstruction, soit par rapport aux aléas naturels, mais aussi parce qu'on a eu des guerres avec les Anglais, notamment on a une bataille contre les Anglais en 1667. Donc, il y a des constructions qui ont été malheureusement à la cible de boulets de canon. Comme par exemple ça a été le cas de l'église du Mouillage, qui a été l'une des cibles des Anglais. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous avez... Ça a été facile pour vous de trouver les iconographies, les documents? Non. Je ne vais pas vous mentir, c'est un travail de 4 ans à peu près, parce qu'il fallait réunir, parce que les données sont là, mais elles sont un petit peu éparpillées. Il a fallu que vous quittiez la Martinique pour... Alors, pas spécifiquement, parce que la plupart des données sont ici en Martinique, même si certaines physiquement sont par exemple à la BNF. Voilà. Certaines sont à la BNF, donc elles ne sont pas ici, mais sont accessibles en ligne. Et c'est ça l'avantage aujourd'hui. Il y a quelqu'un à qui j'ai dédié ce livre qui s'appelle Serge Veuve et qui a fait des travaux considérables dans les années 90 pour géolocaliser certains sites à partir de cartes de différentes périodes historiques. Et il nous a beaucoup aidé, historien et géographe, en matière de géolocalisation.
Et c'est pour ça que je lui dédiais cet ouvrage. Mais on ne pouvait pas s'arrêter qu'à cela. Il fallait prendre aussi d'autres données, des témoignages, pour voir à quoi correspondent ces phases de construction. Quelles dynamiques sont enclenchées, pour avoir une vision d'ensemble sur cette société en construction, notamment une approche urbanistique. Quelles sont les premières rues? Comment étaient implantés les premiers bâtis. Alors, il faut savoir qu'à cette période-là, on avait une grande rue, qui est aujourd'hui l'actuelle rue Victor Hugo. Et de part et d'autre de cette rue, il y avait de petites plantations. Ce n'étaient pas les grandes plantations comme celles qu'il y a eu après. Et elles étaient là, tout le long de cette rue. Vous commencez à décrire un peu pour moi, alors que j'avais prévu de vous demander comment était Saint-Pierre à cette époque, à ses débuts? Ben c'est ça, c'est une petite bourgade hein, où vous avez quand même dans le quartier du Fort, un fort, d'où le nom du quartier, qui a été implanté en 1645. Alors c'était un petit fortin en bois à l'époque, qui au fur et à mesure va être consolidé. Et le quartier du Fort va se développer avec bien sûr une chapelle avant l'église. Église qui a changé de site dans le quartier. Et en fait, dans ce quartier du Fort, vous avez quand même des gens de l'aristocratie. On avait même des milices pour défendre ce quartier en devenir. C'est aussi dans ce quartier que se sont implantés les jésuites, hein, l'ordre religieux des jésuites, qui était en compétition avec l'autre quartier qui se développait, celui du Mouillage, ce quartier, lui, était plutôt sous l'égide des dominicains. Donc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on avait une compétition entre les jésuites et dominicains. Et cette compétition a été bénéfique parce qu'ils faisaient en sorte d'avoir les plus beaux quartiers, le plus beau quartier. Donc, ils étaient en compétition? Ils étaient en compétition. Donc, la plus belle église, les plus beaux ponts, les plus belles routes. Et donc, ça a créé une dynamique donc, c'est pour cela urbaine. Que les franciscains pensent aujourd'hui que le François est meilleur que le Moulin Rouge. Ça, je ne m'aventurerai pas sur ça. Mais je sais que les jésuites, en tout cas, les jésuites ont participé à l'embellissement de la ville. Alors, chose qui est moins connue, c'est que les jésuites avaient des esclaves. Hein. C'est-à-dire que le système esclavagiste était pas seulement pour les propriétaires, qui eux aussi étaient en compétition, parce qu'il y avait les grands propriétaires et les petits propriétaires. Et donc ces jeux de pouvoir religieux et entre propriétaires font partie de la construction du socle de la ville. Justement, vous parlez de construction. Est-ce que ce Saint-Pierre-là était planifié ou bien on a fait à l'empirique, à l'emporte-pièce? Je pense qu'au tout début, c'était le cas, mais que très rapidement, le pouvoir royal a fait en sorte de développer des systèmes défensifs. Vauban, à la Vauban? Alors, pas encore? Pas encore, mais des systèmes défensifs qui seraient plutôt basés sur alors, pas encore les murets à cette époque-là, mais des structures qui sont un petit peu éparpillées, surtout le littoral et aussi au-dessus du littoral. Pourquoi? Parce que l'ennemi venait aussi de l'extérieur, il n'était pas seulement à l'intérieur. N'oublions pas qu'étaient en compétition des compagnies hollandaises, des Anglais qui étaient là aussi, qui rôdaient. Donc il fallait défendre ces sites qui pouvaient être régulièrement attaqués. C'est pour ça que des batteries vont être, comme par exemple la batterie Saint-Nicolas, vont être mises un peu partout dans la ville. Donc ça sous-entend quand même que dès le départ, la ville était très protégée. Donc le pouvoir royal avait quand même une organisation en termes de gouvernance, on peut dire ça comme ça, puisqu'il y avait un gouverneur. Parmi les premiers gouverneurs, alors lui, il habitait sur l'actuel site du château de Paz. Il était en hauteur parce qu'il faisait plus frais, il y avait moins de moustiques aussi. Et puis tout simplement, il était mieux protégé en cas d'attaque extérieure.
il y avait l'intendant, enfin, il y a toute une organisation politico-administrative qui était là et qui suivait les ordres du pouvoir royal. Alors, c'était pas facile hein, parce que la distance permettait aussi de prendre certaines aisances. Il faut savoir que en 1685, quand apparaît le Code noir, c'est justement pour avoir une meilleure emprise sur l'organisation. On ne parle pas de territoire à l'époque, mais de cet espace, de cette ville, parce que les gens commençaient à faire ce qu'ils voulaient. Hein? Donc ils ont voulu remettre un ordre, pas au niveau seulement des propriétaires, au niveau de l'administration même, l'organisation même. Donc quelle place occupait Saint-Pierre à cette époque, pour la colonie en tout cas? Un rôle majeur, hein, parce que jusqu'en 1692, c'était quand même la capitale à la fois économique et administrative. Après, on a eu un transfert vers Fort-de-France, qui est devenue la capitale administrative. Mais c'est déjà à cette époque-là, c'est ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'elle va garder son pouvoir économique, mais il faut savoir que même en transférant malgré ce transfert administratif vers Fort-Royal, donc Fort-de-France, elle va quand même garder certaines administrations comme l'intendante et il y a certains gouverneurs par la suite qui voudront revenir à Saint-Pierre et voilà. Donc Saint-Pierre restait quand même la ville la plus attractive de l'île. Et cette attractivité allait au-delà de notre île, hein, il faut le savoir. C'est vraiment une attractivité, une influence régionale. C'est ce qu'on appelle le rayonnement. C'est un rayonnement régional, oui. C'est grâce à l'esclavage, c'est grâce à la mise en place de ce système? Alors, en fait, l'intérêt de l'ouvrage, c'est de démontrer que la ville s'est développée justement par rapport à l'institutionnalisation du système esclavagiste. Système esclavagiste, ce qui est important de préciser, c'est qu'il n'est pas seulement à l'échelle martiniquaise, c'est un énorme système transatlantique auquel participent plusieurs villes en Europe, en Afrique et bien sûr en Amérique, notamment en Amérique et les Antilles également. Et à l'échelle des Antilles, Saint-Pierre jouait un rôle quand même considérable. Quand on sait ça, est-ce que on a une vision différente de l'histoire ou de l'esclavage? C'est-à-dire, je n'ai pas compris, est-ce que vous pouvez reformuler? Vous nous expliquez qu'il y a l'esclavage qui s'organise, on voit vraiment les prémices de cette organisation. Oui. Aujourd'hui, en sachant ça, est-ce qu'on a une lecture différente? Oui, on a une lecture différente parce que c'est vrai que déjà penser qu'on avait déjà une organisation bien rodée avec des systèmes de compagnie, etc., nous montre que finalement le phénomène est très ancien et qu'il a duré effectivement, mais ça permet, surtout pour moi géographe, de spatialiser tout ce phénomène, toutes ces dynamiques qui sont en train de se mettre en place, qui ne sont pas que des dynamiques à l'échelle locale, parce que vous avez des migrations, vous avez des échanges maritimes qui se font. Saint-Pierre n'a pas été choisi par hasard. Saint-Pierre a été choisi par rapport à des atouts géophysiques considérables. Bien sûr, l'apport en eau douce par rapport aux 3 cours d'eau qu'il y a sur le site. Une terre volcanique qui est super intéressante pour développer l'agriculture et surtout une rade qui permet d'accueillir des bateaux, exactement, et donc favoriser des échanges maritimes. D'accord. Alors, est-ce que déjà dès cette époque, une hiérarchie est marquée au niveau de l'esclavage? Est-ce qu'on voit déjà Alors, c'est plutôt par la suite qu'on va voir cette hiérarchie. Il faut savoir que les premiers esclaves sont arrivés dans les années 1640. 1640, quand vous regardez par rapport à 1635, c'est tout près. C'est vrai qu'ils ont commencé à venir
plus nombreux à partir des années 1660-1670. Et alors, bien sûr, avec l'institutionnalisation des années 1680, là, on se dirige vers l'apogée du système. Hein. Donc là, on est dans la naissance même du système. Mais il faut savoir qu'à partir des années 1690 et tout le long des années 1700, on aura l'apogée du système. Là, on aura vraiment les complexes, la hiérarchisation qui sera vraiment vue. Mais au stade des années 1640, ce sont des gens qui rencontrent des Amérindiens, qui commencent à échanger sur les techniques de pêche, sur des techniques culinaires. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais quand on débarque comme ça, sur une terre que l'on ne connaît pas, il faut savoir comment l'exploiter, entre guillemets, comment pouvoir manger. Alors, une fois qu'on a mangé toutes les bestioles qu'on peut chasser, il faut quand même s'intéresser aux techniques qui existent. Et d'ailleurs, il y a eu des échanges considérables qui ont été faits avec les Amérindiens, notamment. On a un héritage de tout cela. Et en fait, là, on n'a pas encore cette société hyper hiérarchisée où... comme on le voit dans certains films. Non, on n'est pas encore... Là, on est au tout début. On est vraiment au tout début. On n'a pas encore, par exemple, l'esclave des campagnes et l'esclave urbain, puisque la ville est en devenir. Mais c'est vrai que très vite, cette cette hiérarchisation va se mettre en place. Est-ce que dans vos recherches, vous avez trouvé trace des premières révoltes, des premiers mécontentements d'esclaves? Alors oui, mais pas à cette période-là. À cette période-là, on avait déjà des marauds. Hein. Il y a quand même des témoignages qui nous montrent qu'ils ont quand même collaboré avec des Amérindiens avant l'expulsion des Amérindiens dans les années 1650. Il faut savoir qu'avant cette expulsion dans les années 1630, donc 1639, hein, il y a eu une île qui a été coupée en deux. La partie Caraïbe qui a été occupée par les Européens et la partie Atlantique qui a été laissée aux Amérindiens. Alors tout simplement parce que la partie Caraïbe offre de meilleurs sites pour les échanges maritimes. Donc c'était quand même stratégique. Et lors de l'expulsion, c'est vrai qu'il y a certains... sur cette petite période-là, certains rebelles hein, ont coopéré avec des Amérindiens. Alors, moi, je n'ai pas de nom sur cette période-là, mais par la suite, oui, on a grâce on va dire, aux témoignages, au registre, plutôt d'ordre juridique, on aura bien des traces. Mais moi, ma frustration, c'est qu'à cette période-là, il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas de... Et on est toujours obligé d'illustrer, soit par le biais artistique. D'imaginer aussi. D'imaginer. Mais c'est aussi un avantage, hein, parce que là, on a un socle. Cette période-là, c'est un socle extraordinaire pour permettre aux artistes de s'exprimer et d'imaginer des choses, que ce soit les musiciens, que ce soit les réalisateurs, que ce soit au niveau des arts plastiques. C'est considérable le travail qu'on peut faire à partir des éléments qu'on a pour se projeter, s'imaginer dans ce monde en construction, en fait. Vous enseignez à des enfants de quel âge? Alors, j'enseigne à des lycéens. Donc, vous parlez de vos recherches? Alors, c'est en fait l'une des motivations principales de la réalisation de cet ouvrage, c'est que souvent, dans les programmes d'histoire, on a la période esclavagiste, et on est amené à étudier une ville coloniale, c'est-à-dire une ville qui a pu bénéficier du système esclavagiste. Alors bien sûr, on va citer Nantes, on va citer Bordeaux, on va citer Le Havre. Et je pense que pour une adaptation à notre environnement local, il fallait à un moment montrer qu'il y avait aussi des villes coloniales qui ont bénéficié de ce système, et c'est le cas de Saint-Pierre. Donc, à travers ce travail de vulgarisation scientifique, j'espère pouvoir accompagner, aider certains profs d'histoire géo pour inviter les élèves
à avoir un autre regard sur les villes coloniales. Elles ne sont pas seulement outre-Atlantique, elles sont aussi sur notre territoire. Et on a un très bel exemple, d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'elle est ville d'art et d'histoire, hein, c'est Saint-Pierre. Au début, vous expliquez qu'il y a cette cohabitation entre Amérindiens, esclaves, Européens. Est-ce que cette cohabitation, on en trouve trace dans la construction, dans l'architecture? Alors, dans l'architecture, oui. Dans l'architecture, vous voulez dire actuellement, aujourd'hui? Oui, est-ce qu'on a, même ou si ça existait, où on a des... Ah oui, alors on a des restes de batteries, ce qui nous prouve qu'on avait un système défensif bien structuré. C'est surtout les systèmes défensifs et puis bien sûr des choses qui ont été transformées. La grande rue dont je vous parle, qui est aujourd'hui l'actuelle rue Victor Hugo, c'était vraiment l'artère principale sur le plan urbanistique. Donc il n'y a pas de traces de partage de choses venant d'Amérindiens, par exemple? Parce que la batterie, c'est européen, c'est pas... Ah, vous parlez... Alors, non, personnellement, je n'en ai pas eu. J'ai eu que des témoignages d'Européens, à prendre avec des pincettes, puisqu'il y a un regard eurocentré, en fait. Des témoignages qui décrivent certaines techniques de pêche, certains échanges, Par exemple, certaines est-ce que vous avez des traces de adaptations. mariage entre Européens et Amérindiens, par exemple? Alors, on sait qu'il y en avait. On sait qu'il y en avait aussi avec des esclaves. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le Code noir a mis fin à tout ça. Parce qu'il y avait déjà un début de métissage qui se mettait en place. On a presque envie de dire on laissait aller. Alors, ça dépend de quel camp on est. Mais c'est vrai que c'est pour arrêter tout ça qu'ils ont mis le Code noir. C'est parce qu'il fallait freiner ce métissage coûte que coûte. On peut dire que Saint-Pierre a été un laboratoire colonial? Laboratoire... C'est un mot trop pompeux? Ce ne serait pas trop exagéré puisqu'il y a eu plusieurs expériences qui ont été faites en fait. C'est là que, même d'un point de vue scientifique, plusieurs expériences ont été faites pour acclimater certaines espèces venues d'Europe ici. C'est surtout les agrumes, les orangers. Par exemple, il y en avait partout à Saint-Pierre pendant une bonne période de temps, dans les espaces aménagés notamment. Oui, ce sont les premières expériences humaines déjà. Donc ce ne serait pas trop exagéré de dire un laboratoire, en fait. Donc Saint-Pierre a été, on peut le dire, un laboratoire pour le système colonial à venir. Alors... Et même pour les autres régions. J'ai plus envie de dire une référence, en fait, qu'un laboratoire. Même si, effectivement, tout s'est développé et que ça... qu'on peut en voir les produits. Mais c'est plus une référence pour moi, point de vue urbanistique, parce que c'est vrai que mon regard de géographe, j'ai tendance à tout ramener à l'espace. C'est-à-dire, ma vision première, c'était comment on est passé d'une ville embryonnaire, une petite bourgade, à une ville qui se densifie au fur et à mesure, et pourquoi elle s'est densifiée par là et pas par là. Voilà, c'est aussi j'allais dire, ces objectifs qui sont plus d'ordre géographique qui m'intéressaient au départ. Mais on ne pouvait pas dissocier cela de l'aspect sociétal. C'est quasiment impossible, en fait. Par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. Quand je me suis interrogée aux petites plantations qu'il y avait le long de la rue, la Grande Rue, j'ai vu une qui était tenue par une famille juive. Et sur cette petite habitation, qui était encore très rudimentaire à l'époque, il y avait déjà 4 à 5 esclaves. Alors, ils n'étaient pas nombreux parce que plus l'habitation était petite, moins il y avait d'esclaves, en fait. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'au-delà des ordres religieux, j'allais dire chrétiens, on avait aussi des juifs qui étaient déjà là à cette époque-là, mais qui ont été expulsés
dans les années 1680 aussi, par la suite, par le roi. Le roi ne voulait plus qu'il soit là. Alors certains ont fait le choix de rester en devenant chrétiens, ou certains ont fait le choix de repartir soit en Amérique du Sud ou en Amérique du Nord pour développer d'autres activités économiques. En fait. À quel moment voit-on émerger une élite locale? Dès le départ, en fait. D'accord. Dès le départ, vous avez par exemple la rue Levasseur qu'on connaît aujourd'hui. Le propriétaire, c'était Monsieur Levasseur, qui avait quand même les moyens et qui faisait partie des grands propriétaires et qui avait constitué une milice pour défendre de l'intérieur la ville. Alors il faut savoir que la première raffinerie, et d'ailleurs il y a une rue de la raffinerie aujourd'hui, elle était tenue par un marquis, donc marquis de Maintenon. Donc c'est quand même l'aristocratie française qui se retrouve en partie dans cette ville en devenir. Donc on n'avait pas que des aristocrates, on avait aussi des gens qui venaient tenter leur chance pour pouvoir avoir une autre réalité que ce qu'ils avaient en France hexagonale. Mais il y avait déjà une hiérarchie au niveau des Européens, ça c'est clair et net. La hiérarchie sociétale était en construction, puisque forcément les Amérindiens n'avaient pas le même statut que les esclaves venant d'Afrique. Donc la hiérarchisation était en construction. C'était quoi le statut? Quand vous n'avaient pas le même statut, ça, on le suppose, c'était quoi alors? Il y avait qui était supérieur? Les esclaves étaient supérieurs aux... Ah non, c'était les Amérindiens. Les Amérindiens, quand même, on leur a laissé déjà la partie côté Atlantique. Il y a des échanges qui ont été faits, mais bon, il est vrai qu'un système comme celui-ci, c'était marcher un petit peu sur des braises, parce que forcément, il y a des chefs amérindiens qui se sont quand même ouverts ont voulu échanger avec les Français, mais ça ne s'est pas toujours bien passé, en fait. Et malheureusement, par la suite, avec le Code noir, officiellement, les esclaves deviennent des biens. Ce ne sont pas des personnes, ce ne sont pas des êtres humains presque, ce sont des biens. Ils sont perçus comme des biens, c'est-à-dire que l'institutionnalisation de l'esclavage à cette période-là va connaître. Là, on aura une rupture parce qu'officiellement, nous avons des biens. Et ça, c'est quand même très dur à entendre. C'est vrai que c'est dur à entendre. C'est dur à comprendre, surtout quand on l'explique aux jeunes. Que pendant plusieurs siècles, vous aurez des êtres humains qui vont être considérés comme des biens dont on peut hériter de génération en génération. Comme des moins que rien. C'est ça, mais c'est aussi ça notre histoire. Et comment vous expliquez aux jeunes lycéens que c'est de l'histoire, parce qu'il y a des fois on a envie de se révolter, on a envie de... Alors, je leur rappelle toujours que être historien ou géographe, c'est avant tout être neutre sur certaines façons de voir les choses. Parce que si je prends cette responsabilité d'être, par exemple, d'être trop dans l'affect, ce qui est tentant, ce qui est très tentant, forcément, ils n'ont pas assez de recul pour voir la complexité du système dans lequel on est. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut déshumaniser cette période difficile de l'histoire. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. C'est qu'il faut avoir un certain recul pour prendre plusieurs aspects de l'histoire, qu'elle soit urbanistique, sociétale, religieuse ou autre, et voir comment les choses ont évolué. C'est ça l'objectif, en fait, des historiens, des géographes, voir comment les choses ont évolué dans le temps et dans l'espace. Et c'est plutôt en ce sens que je les guide.
voir l'évolution des choses. Après, ils sont libres d'interpréter comme ils veulent. Et d'ailleurs, j'invite à le faire. J'allais dire sur le plan émotionnel. Certains vont trouver que le système est injuste. Certains vont donner leur avis, forcément. Mais ce n'est pas à moi d'imposer mon avis. Je dois quand même garder une certaine distance pour qu'ils voient l'évolution et qu'ils jugent d'eux-mêmes. Et ça, c'est très important. Mais est-ce que vous, dans le cadre de vos recherches, vous avez été ébranlé par quelque chose, par exemple? Ah, beaucoup de fois, en fait. Racontez-nous un peu. Beaucoup de fois, mais alors c'est moins dans cette période-là, c'est plus dans les périodes d'après. Les familles qui sont séparées. Les familles qui sont séparées, une fois arrivées sur le marché aux esclaves, puisqu'il y en a eu en l'occurrence à Saint-Pierre, ça veut dire qu'on vous arrache non seulement votre identité, on vous arrache votre culture, mais on vous arrache aussi votre famille. On vous sépare. Et des fois, même avant de traverser l'Atlantique, on vous sépare. Je trouve ça déchirant. Je trouve ça, peut-être parce que je suis maman moi-même, je me projette, je me dis, mon Dieu, mais comment j'aurais réagi à cette période-là? Est-ce que j'aurais pu me reconstruire? Comment j'aurais pu m'adapter aux autres que je ne connais pas? Comment je serais orientée? Mais en fait, c'est cette période-là que je trouve, c'est cet aspect que je trouve très douloureux. Après, bien sûr, tout ce qui est châtiment, punition, là, ça fait partie des choses les plus douloureuses, ça c'est sûr. Alors, vous me disiez que c'est bien sûr, la partie châtiment, c'est après, mais pendant cette construction de la ville, est-ce qu'il y avait déjà, c'était plus bon enfant, dirons-nous, entre guillemets, ou qu'il y avait déjà des prémices d'une sévérité on avait plusieurs cas de figure, en fait, puisque, comme j'ai parlé de mariage, il y avait des mariages avec des enfants métis, donc c'était pas encore très contrôlé, tout ça. Et ça a été interdit à partir de 1685, parce qu'on estime que il faut avoir mainmise sur l'évolution de la société en elle-même. Il y avait plusieurs cas de figure. On avait des maîtres très autoritaires et qui, on va dire, tendance à punir plus facilement. Je ne veux pas dire que les conditions des premiers esclaves étaient extraordinaires. Eux aussi, ils mangeaient à peine, ils avaient des poux, ils étaient à peine habillés, ils étaient dans une pauvreté extrême, donc dans des conditions de vie extrêmes, dès le départ. C'est pas... Il n'y a pas de période meilleure que d'autres. Je ne pense pas, en fait, parce que eux, les premiers, il n'y avait personne pour les accueillir. C'est au fur et à mesure que ça s'est fait, en fait, que ça s'est consolidé, organisé. Mais je me mets à la place des tout premiers, ils étaient complètement perdus. Vous vous retrouvez sur un territoire que vous ne connaissez pas, avec des Amérindiens qui ne parlent pas votre langue, avec des Européens qui ne parlent pas votre langue. Vous essayez d'échanger tant bien que mal. Quelle place vous avez dans cette société en construction? C'est pas évident. Est-ce qu'on trouve dans ce Saint-Pierre de 1635 à 1695, on trouve les prémices d'une créolisation? Oui, obligatoirement. De toute façon, la langue va commencer à se constituer parce qu'on a besoin d'échanger. Donc la créolisation au niveau aussi culinaire, on va commencer à échanger nos recettes entre guillemets. J'ai parlé des techniques tout à l'heure. Oui, on aura des formes de brassage, de métissage, et qui vont se voir déjà au niveau de la langue. Ça, vous avez trouvé clairement des apports, par exemple, d'Amérindiens pour l'échange Déjà sur le plan technique, il y a les techniques de pêche. Ça, c'est indéniable. Les techniques agricoles aussi, parce qu'ils avaient déjà leur jardin, en fait, les Amérindiens. Donc, ils se sont... les Européens comme les Africains
qui avaient déjà leur technique, hein, chacun, se sont inspirés des techniques locales pour avoir certaines adaptations. Et forcément, en apportant les leurs, il y a déjà une sorte de créolisation qui va se faire, ne serait-ce qu'au niveau des techniques. Hein. Peut-être que vous avez déjà répondu, mais qu'est-ce que votre livre apporte dans la compréhension de l'histoire de la Martinique? Tout simplement comment une société super complexe, qu'il est encore aujourd'hui, a vu le jour. Pourquoi vous dites que c'est une société hyper complexe? Parce que y a encore beaucoup de choses à découvrir. C'est vrai. On n'a pas encore tout vu. On a encore en train de découvrir certains témoignages. Parce que, en fait, les données sont éparpillées un peu partout. Et essayer de les regrouper, les recentrer, nous permet d'avoir une vision plus large. Et cette vision plus large est très importante parce qu'elle nous permet d'avoir beaucoup plus de recul, d'être moins dans l'affect. Et quand on sera moins dans l'affect, prendre des décisions, pourquoi pas, se construire sur plein, au niveau individuel. Hein. Moi, je peux vous dire, le fait d'avoir fait ces recherches, j'ai une autre vision de moi, de ma famille, de la société dans laquelle je suis, et j'arrive à comprendre plusieurs choses. Je pourrais m'appuyer sur quoi? Je n'aimerais pas donner que des choses négatives. Par exemple, je prends souvent comme exemple la fête. La fête chez nous, c'est quelque chose de très sacré qui a permis de nous construire. Et on le verra dans les périodes suivantes avec les associations Serville qui profitaient des moments de fête pour pouvoir s'imposer et faire de la résistance, une autre forme de résistance. Et c'est aussi des aspects positifs. Il ne faut pas voir que les aspects négatifs, en fait, dans cette construction. Et quand je dis prendre du recul, c'est aussi ça. C'est OK, il y a des aspects très négatifs. Il ne faut vraiment pas les oublier. C'est pour ça que ça fait partie de nos programmes et que j'insiste pour qu'on ait le maximum d'informations dessus. Mais il y a aussi une construction positive, des échanges qui se sont faits et qui ont fait que voilà, nous sommes des Martiniquais, des Antillais, si on prend plus large, des Caribéens, si on prend encore plus large, avec beaucoup de choses en commun. Et quand on voyage dans la Caraïbe, forcément, quand on connaît cette histoire-là, on a une autre vision aussi. Parce que le fait d'avoir été anglais, le fait d'avoir été français, ça modifie légèrement les choses. Donc on a des gars, Et de manière terre à terre, des fois on retrouve des gens qui se ressemblent. Mais oui, mais en fait, je vais vous donner un exemple très très concret. Quand on va à la Dominique à Sainte-Lucie, quand on ne trouve pas le mot en anglais ou en français, la langue qui nous sauve, c'est bien le créole. Hein? Et ça, c'est magnifique. Moi, ça fait partie des choses positives. C'est-à-dire qu'on a développé une langue qui nous permet, dans certaines îles de la Caraïbe, d'échanger encore aujourd'hui. À votre avis, cette période de construction, est-ce qu'elle est suffisamment présente dans l'enseignement? Alors, c'est vrai qu'à un moment, on étudie le XVIe siècle, c'est-à-dire ce qu'on appelle la première mondialisation, les premiers échanges dans le monde, en fait, hein, pas seulement atlantique, les premiers échanges ne serait-ce que de produits alimentaires. Et ça va changer beaucoup de choses. Hein. Moi, je trouve que cette période-là, je trouve qu'elle est super importante parce que c'est là justement qu'on arrive à glisser les prémices du système esclavagiste qui va se mettre en place. C'est cette première mondialisation en fait qui a fait qu'on a eu un système esclavagiste qui a duré plusieurs siècles. Hein. Sans ces échanges mondiaux, sans ces échanges maritimes, ça serait différent, l'histoire serait différente. Je veux bien vous croire, mais je reste persuadé que c'est surtout parce qu'il y avait des esclaves performants qu'on a eu un développement performant également aussi. Alors moi, je parlais à une autre échelle en fait, mais c'est vrai que si on est à l'échelle même de la Martinique, nous sommes issus de gens qui ont des forces mentales et physiques extraordinaires.
si nous sommes là aujourd'hui... Qui se retrouve dans cette capacité de résilience. Ah oui, de résilience qui est extraordinaire. Et je pense que c'est pour ça qu'on a des champions dans tous les domaines. Hein. Mais vraiment, hein, en Martinique, en Guadeloupe, vous aurez... Alors, on cite le sport, parce que c'est vrai que ce sont des capacités physiques hors du commun, mais même parmi nos hommes de lettres, des scientifiques, on a des gens qui n'ont pas peur de travailler, hein, qui foncent, qui se donnent, des entrepreneurs également. Alors, ils ne sont pas forcément en Martinique, mais qui ont cette capacité, cette volonté, cette motivation de vouloir s'en sortir. Hein. On dit souvent que l'élève dépasse le maître. Est-ce que ça vous est arrivé de trouver que vos maîtres avaient commis des erreurs? Ah non, ben non, pas encore. Non, alors, c'est plutôt l'inverse. Hein. Moi, je vais vous donner une anecdote. À un moment, je travaillais sur les associations de Serville, mais il me manquait encore beaucoup d'éléments. Et j'ai appelé M. Pagot, qui est historien, et que j'ai eu comme prof. Et je lui ai dit, Monsieur Pagot, bon, il me manque des éléments, j'arrive pas à trouver. Donc là, il va me dire, ah ben, tu pourrais chercher dans cet ouvrage-là ou dans cette structure-là. Mais ça c'est pas fait. Hein. Non, c'est pas du tout ce qui s'est passé. En fait, c'est bien quand même de garder des contacts avec mes anciens profs, ceux qui m'ont inculqué cette passion aussi, transmis cette passion de l'histoire et de la géographie. C'est vrai que quand j'ai des moments de doute sur certaines données, j'appelle certains d'entre eux pour avoir des pistes. Quand ils ne seront plus là, c'est vous qu'on va appeler. Ben, j'espère qu'un jour c'est ce qui se fera, mais pour l'instant ils sont encore là et ils sont bien là et je compte en profiter encore. Alors, dites-moi, il y a cet ouvrage qui est paru. Vous allez arrêter là ou bien il y a d'autres suites, il y a d'autres... Eh ben, il y aura une suite parce que là c'est la naissance de Saint-Pierre et du système esclavagiste et on va voir l'évolution de Saint-Pierre par la suite, c'est-à-dire l'apogée du système esclavagiste, le déclin, parce qu'il y a eu un déclin, et la période post-esclavagiste. Et j'ai déjà réuni toutes les données. Mais il me faut les mettre en page, il faut, comment dire, faire un travail de vulgarisation pour que ça soit accessible à tous, parce que c'est aussi l'intérêt. L'intérêt, c'est pas de faire un livre d'histoire ou de géographie soporifique et puis on s'endort. Non, c'est tout le contraire. C'est montrer, donner le maximum d'anecdotes et puis montrer l'évolution. C'est-à-dire qu'il y en aura d'autres derrière. Là, c'est le volume 1 et il y en aura sûrement 3 derrière. D'une manière générale, les écrivains racontent le parcours du combattant qu'ils affrontent pour sortir un ouvrage. Ça a été aussi la même chose pour vous ou bien c'est plus facile quand on est universitaire? Alors, ça dépend du degré de passion que vous avez. Si vous êtes très passionné, eh ben, vous n'aurez pas peur de vous coucher à 4 h du matin parce que vous avez trouvé sur un site de recherche des éléments que vous ne voulez pas perdre. Et voilà, et vous allez faire tout pour les mettre en lien avec d'autres éléments que vous avez. C'est un travail de fourmi qui prend du temps. Ça prend du temps. Un ouvrage comme celui-là, comme je vous dis, c'est 4 ans. Les autres sont en construction. Pourquoi? Parce que il me faut encore d'autres données, d'autres apports pour donner un maximum d'informations sur les prochaines phases de construction de la ville et du système esclavagiste. Alors, tout à l'heure, il y a une question que je voulais vous poser, puis on est parti sur d'autres choses. À travers vos recherches, quel est l'ouvrage le plus ancien que l'on peut encore visiter? L'ouvrage. La construction, alors, quand je dis ouvrage, la construction, ou bien quelque chose qui témoigne de ce passé, de ce début. Alors, on a dans cet ouvrage quelqu'un que je cite énormément, c'est M. Jacques Bouton. Et lui, il l'a édité en 1640, un ouvrage qui... Ça ne rajeunit pas, hein. Voilà, sur les relations de l'établissement des Français depuis 1635. Donc lui, il fait partie des références. Mais attention, là aussi, il faut apprendre avec des pincettes. Donc vous avez pris ouvrage dans le sens littéraire. Moi, je parlais de construction, puisqu'on parlait des débuts de la construction de Saint-Pierre. Donc, est-ce qu'on trouve des vestiges? Ah, des ouvrages bâtis, donc. Oui. Ah oui, parce qu'il y avait aussi les ouvrages...
Alors, de cette période-là? Oui. Non, on a des sites, mais je suis en train de réfléchir. Ah ben oui, on a des ponts. Oui, on a des ponts qui ont été construits par les jésuites, qui existent encore, qui nous permettent de passer du quartier du centre au quartier du fort aujourd'hui. Mais on n'en a pas énormément, hein. On n'en a pas énormément, surtout qu'avec 1902, là, qui a tout détruit. Qui a tout détruit, hein. Donc on ne peut pas construire un schéma touristique à travers ces débuts de Saint-Pierre. Si, parce que même si on est sur de l'inexistant, on a quand même cette possibilité d'avoir géolocalisé des choses. Donc du moment où on peut géolocaliser, même si on n'a pas de choses... par exemple, si je prends l'église du Mouillage, qui est devenue la cathédrale aujourd'hui, autour de cette cathédrale, il y avait le premier cimetière, parce que les gens, on les enterrait autour de l'église. C'était comme ça qu'on faisait à l'époque. Et puis après, on a mis le cimetière derrière l'église. Donc on a encore des sites qui existent et qui existent depuis cette période étudiée, mais qui ont été transformés. Mais le fait de pouvoir être devant le site ou sur le site, par exemple, le fort dont j'ai parlé, on sait où est-ce qu'il était, à côté de la Roxelane. D'ailleurs, il y a quelque chose qui a été bâti pour rappeler ce fort. Eh bien, le fait de savoir qu'il y avait un fortin, c'était même pas un super fort, un fortin en bois à partir duquel tout s'est développé, eh bien, on se projette. Parce qu'on voit qu'à côté de ce fort, eh bien, il y avait déjà la Roxelane, un port en eau douce, il y avait le quartier qui se développe avec sa première chapelle, ses premiers religieux, etc. Et en fait, ça nous permet d'avoir une vision, j'allais dire presque paysagère en fait, où on essaie de se dire, ben voilà, là il n'y avait pas de construction, c'était encore soit cultivé ou soit encore des bouts de forêt. Mais le fait de pouvoir géolocaliser plusieurs sites, qu'ils soient défensifs, qu'ils soient religieux, que ce soit au niveau des premières habitations, des premières rues, des premières prisons, des premiers établissements d'accueil, premières écoles avec les Ursulines, première hôpital en 1655, l'hôpital Saint-Jean-Baptiste, qui a changé d'emplacement, ben ça nous permet de faciliter une lecture de la ville, en fait. Donc, touristiquement, et je l'ai déjà expérimenté plusieurs fois, le fait de dire, ben voilà, nous sommes sur ce site-là où il y avait ça, mais voilà ce que c'est devenu aujourd'hui. Ben, les gens se projettent, hein. Les gens se projettent et ils arrivent. Et puis l'avantage d'une ville comme Saint-Pierre, c'est que comme vous avez plusieurs périodes historiques, quand vous passez d'un site à un autre, vous pouvez dire, ouais, ben voilà, là on est à la période 1635-1695, après on va se retrouver dans une période qui approchait 1902. Et c'est ça l'avantage d'une ville comme celle de Saint-Pierre, c'est-à-dire qu'un site va évoluer très rapidement. Mais il y a quand même des colonne vertébrale, cette fameuse grande rue qui va structurer la ville du sud au nord et d'est-ouest, et surtout plutôt sud-nord, parce que comme vous le savez, au bout d'un moment, on a de super falaises qui nous empêchent, qui va quand même limiter l'expansion de la ville à un moment. Et ben, quand on voit que jusqu'à présent, quand on fait visiter un touriste, on lui donne rendez-vous où? Ben sur le début de cet axe. Puisque c'est la colonne vertébrale qui a toujours existé, elle est encore là. Et là, on invite à se projeter. Là, voici la rue de la raffinerie. Et c'est là qu'on va commencer à raconter. La rue de la raffinerie, parce que à telle époque, voilà. Et le nom des rues est très important. Parce que ça nous permet, justement, d'enclencher, de raconter. Votre ouvrage, il s'adresse à qui? Uniquement aux enseignants? Ah non, à tout le monde en fait, à tous les Martiniquais. Puisque comme je vous ai dit, ça nous permet de mieux comprendre l'évolution, pas seulement urbanistique, mais aussi de notre société, puisqu'il y a un lien qui est toujours fait. Non, non, il s'adresse à tout le monde. Alors,
la question légitime maintenant, c'est vous êtes seul sur ce secteur de recherche ou bien il y a d'autres? Ah non, je ne suis pas toute seule, heureusement. Non, non, il y a encore de jeunes chercheurs qui font un travail remarquable sur... Alors, on a tendance à se spécialiser sur soit une période ou soit sur un secteur, c'est vrai. Ce que vous avez fait. Alors moi, je me suis intéressée à plusieurs périodes et plusieurs secteurs. Bon, mais c'est vrai que ça prend plus de temps dans ces cas-là. Mais là, la période que vous présentez, c'est quand même une période délimitée, quoi. Oui. 1635. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dessus? Oui, quand même. Parce qu'on a une génération d'historiens et de géographes. Alors, on connaît les plus célèbres, mais il y a des anciens qui ont énormément travaillé sur ces périodes et sur Saint-Pierre notamment, hein. J'ai presque envie de dire, je n'ai rien inventé du tout, j'ai juste rassemblé des données qui étaient là en fait, ça c'est mon rôle. Et c'est à partir de ces données Il faut préciser que ces données ne sont pas uniquement en français. Ah, c'est vrai. Et puis en plus quand on les a, c'est en ancien français, ce qui n'est pas facile. C'est encore compliqué. D'où votre partie lettres. Alors, non, pas du tout. C'est pas du tout lié à ça, mais ça aurait pu, hein, ça aurait pu. Oui, parce qu'effectivement, il y a des auteurs qui ne sont pas français forcément. On a des auteurs qui sont des Anglais, du Brésil, des Anglais, des Hollandais. Ah si, c'est un peu complexe. Mais la chance qu'on a, en tout cas ma génération, c'est qu'on a un premier travail où les anciens, j'aime bien les appeler comme ça, ont déblayé les choses pour nous faciliter la tâche. Est-ce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle vous aide? Ah, j'espère qu'elle va m'aider et je vais vous dire pourquoi. Parce que du moment où on n'a rien pour visualiser les choses, ben, je pense qu'aujourd'hui, grâce à l'IA, on peut reconstituer soit un quartier, soit une rue, à partir d'éléments dont nous disposons. Par exemple, on a souvent des cartes. Donc là, on voit une rue avec des parcelles, avec des petits, comment dire, des petites références, des lieux à connaître, voilà. Ben, sortir de la carte et faire en sorte que surgisse la ville embryonnaire, pour moi ce serait un rêve grâce à l'IA. Je pense que c'est possible. Je pense que ce sera possible. À partir de toutes les données dont nous disposerons, quand on va les entrer, on pourra avoir à un moment donné les prémices d'une ville embryonnaire. Et plus on va avancer dans le temps, plus ce sera intéressant. Parce que quand on commencera à voir les premières photos de Saint-Pierre et qu'on pourra éventuellement animer comme c'est possible aujourd'hui, alors là, on a encore un travail considérable à faire. Et c'est pour ça que je suis contente de travailler avec Jacques Mauger, parce qu'il travaille déjà en ce sens. Il travaille déjà en ce sens. Réaliser des choses dans ces périodes qui sont moins connues, mais c'est l'Eldorado pour les réalisateurs. Je me mets à leur place, je me dis, mais mon Dieu, mais j'aimerais avoir un maximum de données pour pouvoir reconstituer le Saint-Pierre des années 1600, allez, 50-80, et pourquoi pas inventer une histoire à cette période-là, et un documentaire ou bien une production cinématographique, ce serait génial. Moi, je pense qu'il y a encore plein de choses à faire. Alors, imaginons que vous me rencontrez pour la première fois, je ne connais rien de vous, mais vous avez envie que je lise votre livre. Quels sont les mots que vous allez utiliser pour me convaincre? Vous parlez de mots-clés? Pas forcément. Connaissez-vous vraiment l'histoire de Saint-Pierre? Non, je ne pense pas. Je ne suis pas prétentieux à ce point. Et puis, je connais un peu à partir de l'éruption. Voilà. Ouais. Alors, l'occasion, grâce à cet ouvrage, est donnée de découvrir comment est née cette ville et comment elle nous a marqués, et comment elle a marqué notre société, comment elle a marqué notre espace, ça c'est important aussi, à structurer notre espace. Alors, résumez pour moi comment elle structure cet espace, cette recherche. Bon, en fait, ce qui va se faire, c'est que, comme je vous ai dit, on part du principe que le site était occupé par des Amérindiens, mais on ne dispose pas malheureusement
la possibilité de savoir comment le site était occupé, enfin, très peu de choses, en tout cas. Mais grâce aux anciennes cartes, grâce aux anciens témoignages, on a la possibilité de tout rassembler et d'offrir une vision au lecteur pour qu'il comprenne comment la ville s'est développée au fur et à mesure. Et tout en faisant le parallèle au développement du système esclavagiste. Parce que ce n'est pas juste le développement de la ville, parce qu'il n'y aurait pas eu de développement de la ville s'il n'y avait pas eu le développement du système esclavagiste. Et c'est l'opportunité de mettre en relation ces deux choses. C'est ça qui est intéressant dans cet ouvrage. Parfait. Vous avez tout dit? Vous n'avez pas quelque chose à ajouter? Merci de m'avoir accueilli. C'est un moment d'échange précieux et que j'ai beaucoup apprécié. Merci. Merci en tout cas de nous faire connaître notre histoire. Et je vous souhaite bon vent pour la suite. Merci. Pour la suite, je vais vous avertir. Il y aura un numéro 2 sûrement. Merci. À bientôt. Au revoir. Voilà.